Le chapitre 19, donc la dernière étape. Chapitre final du Hobbit. Le chapitre final du Hobbit, où comment une famille d'honnêtes hobbits a été mise à la rue par le retour d'un membre de leur famille parti à l'aventure avec 13 nains et un magicien. Exactement. C'est exactement ce qui se passe dans ce chapitre. Nous avons Bilbo qui, au chapitre précédent, donc était resté pendant quelques semaines chez Beorn. Là, avec Gandalf, ils font le chemin jusqu'à Imladris, donc à Foncombe, Imladris Fondeval. Ils tombent sur Elrond et les elfes, bien évidemment, qui leur font des chansons. Et puis, c'est le voyage jusque Cul-de-sac. Et là, malheur à lui, Cul-de-sac, voilà, il est présumé mort. Et donc, Cul-de-sac a été voilà, il y a une pancarte dessus. Cul-de-sac n'est plus censé lui appartenir, quoi, voilà. Finalement, bon, tout est bien qui finit bien, mais vous savez, hein, c'est les fameux saquets de Besace ou les Bessacs d'Escarcelle. Voilà. Finalement, tout est bien qui finit bien. Hein. En plus, hein, Bilbo retrouve le trésor qu'il avait enterré, le trésor des trolls qu'il avait enterré au même endroit. Donc, en fait, il a plein de sous en plus. Et puis, il est tranquillement à la fin, chez lui, avec Gandalf. Balin arrive, il parle du bon vieux temps. Bref, tout se passe bien. Et je vais juste vous lire le dernier dialogue, parce que je le trouve trop beau. Parce qu'on apprend donc Balin qui arrive, nous donne des nouvelles un petit peu de tout ce qui se passe. Hein. Les nains vont bien à Erebor, Bard s'occupe bien de Dale qui a été reconstruite. Bref. Et Balin dit « Les gens font des chansons qui disent que de son temps les rivières sont dorées. » Et Bilbo répond « Alors les prophéties des vieilles chansons se sont réalisées en quelque sorte. » Bien sûr, dit Gandalf. Et pourquoi ne se réaliseraient-elles pas? Vous n'allez tout de même pas les mettre en doute, simplement parce que vous avez contribué à ce qu'elles se concrétisent. Pensez-vous réellement que toutes vos aventures et vos péripéties ont été dictées par la chance, uniquement dans votre intérêt? Vous êtes quelqu'un de très bien, monsieur Bessac, et je vous aime beaucoup. Mais en réalité, vous n'êtes vraiment qu'un tout petit bonhomme dans un monde bien plus vaste. Heureusement, dit Bilbo en riant, et il lui tendit le pot à tabac. Vraiment, la chance est là, jusque dans les dernières paroles de Gandalf, quoi. J'aime beaucoup cet échange. Bref, on va passer là à l'analyse. Et là, on a les elfes qui chantent, encore et toujours, bien évidemment. Donc, lors du voyage aller de Bilbo, la vallée d'Imladris constituait une frontière importante. C'est la maison d'Elrond, vous le savez, hein, c'est la dernière maison confortable. Elle se situe entre... elle est encore comme une zone de sécurité, si vous voulez. Bon, il y a les trolls pas très loin, mais c'est encore la dernière zone de sécurité avant vraiment la nature sauvage de l'autre côté des montagnes brumeuses. Et en fait, si vous voulez, c'est une fois que Bilbo quitte Faucombe, les dangers véritables et l'aventure, elle commence vraiment. Et c'est aussi chez Elrond où Bilbo va rentrer en contact avec les grands contes et légendes. Hein. Vous vous rappelez, hein, on identifie les lames, les épées, donc Glamdring, Orcrist, comme étant de Gondolin. Et si vous voulez, Faucombe, c'est là où l'histoire de Bilbo a pris une sorte de tournant sérieux. Finalement, sur le chemin de retour, ici, Imladris, c'est le lieu où Bilbo quitte le monde des grandes aventures, en fait. Il n'arrive plus à la dernière maison, mais à la première maison, si vous voulez. Et là, Imladris n'est plus vraiment la frontière entre la sécurité et le danger. C'est une frontière entre, si vous voulez, le grand et le petit. C'est-à-dire que Bilbo est revenu des terres où de grands événements ont décidé du destin des royaumes. Et il est en route vers le pays, des petits problèmes et des petits soucis mesquins. Et les elfes d'Imladris et leur chant jouent un rôle important ici pour Bilbo. Justement de sortir des grands contes pour revenir à un quotidien, quoi. Donc les elfes accueillent le retour de Bilbo à Faucombe de la même manière qu'ils ont accueilli sa première arrivée, avec une chanson qui est joyeuse et légère, qui est une reprise
de la chanson de leur chapitre où c'était déjà très bizarre. Donc je vais vous lire le début. Le dragon a péri, son armure est fendue, ses os sont engloutis, sa splendeur est déchue. Si un jour dans les larmes doit périr le royaume, par la force des armes si convoitées des hommes, ici vivent encore l'herbe et la feuille au vent, l'eau rapide et sonore et les elfes chantant. Ô tralala regagnez la vallée. Alors, la première strophe, on est bien d'accord que c'est très pertinent par rapport à l'aventure de Bilbo, puisqu'on reprend voilà, la célébration de la destruction du dragon. Le dragon a péri, ses os sont engloutis, sa splendeur est déchue. Donc voilà. Ça s'adresse pas vraiment à Bilbo. Vous voyez, c'est très général comme manière de s'exprimer. Et les 4 premiers vers soulignent donc la chute du dragon, désormais comme déchu. Et surtout, son armure fendue, alors qu'il était censé être solide. En fait, la mort du dragon, si vous voulez, c'est un exemple d'une splendeur qui finit humiliée. Et plus loin, quand on a si un jour dans les larmes doit périr le royaume par la force des armes si convoitées des hommes, là on a tout ce qui est souligné dans ces vers-là, c'est comme si tout ce qui était fort allait échouer, épée, force, richesse, tout périra comme le dragon et finalement sera battu. Dans les 4 derniers vers avant le refrain, là, on a des objets naturels qui arrivent. On a l'herbe, les feuilles au vent, l'eau rapide, etc. Et les elfes qui chantent, tous sont présents. Et ça, c'est vraiment tiré du premier chant des elfes au chapitre 3. Et finalement, ça sonne un peu comme étrange, en fait. Ce sont les choses, en fait, auxquelles les hommes font confiance. En fait, la guerre, le pouvoir, la force et la richesse, c'est éphémère et ça finira toujours par échouer. Alors que les petites choses, la nature comme les feuilles, l'herbe et les chansons un peu joyeuses des elfes, ça va perdurer. Dans la deuxième strophe, on a les elfes qui reviennent sur le thème du trésor, parce que le trésor, évidemment, c'était le but du voyage de Bilbo, c'est normal. Donc ils disent... L'étoile scintillante vaut mieux que 1000 gemmes, la lune est plus poignante que le blanc argent blême, le feu est plus brillant dans l'âtre du foyer que l'or au gisement. Alors pourquoi chercher? Ô tralala rejoignez la vallée. Alors les elfes, ici, soulignent, si vous voulez, que la nuit, elle a encore plus de richesse que n'importe quel trésor. On a la lune et les étoiles... La nuit, c'est le plus beau des trésors. Parce que les étoiles et la lune, pour les elfes, ça surpasse tous les éclats de toutes les richesses. Et ils le disent. Alors pourquoi chercher? En fait, la clairière des elfes au bord de la rivière ici, c'est non seulement durable et permanent pour ce qui existe, entre guillemets, dans la société humaine, mais elle est aussi plus désirable et plus merveilleuse et belle que tout ce que vous pouvez trouver dans la nature. Alors, la troisième strophe s'adresse enfin, finalement, aux voyageurs. Ça nous dit « Mais où donc étiez-vous pour revenir si tard, quand s'allument chez nous les étoiles du soir ? Qu'avez-vous rencontré? Quels dangers, quels écueils? Voyageurs fatigués, les elfes vous accueillent. D'un tralalalaler, rejoignez la vallée. Tralalalaler, falalalaler, fala. » Alors là, ça ressemble très fort à la chanson donc, du chapitre 3, avec... vous vous rappelez, c'était des questions un petit peu inutiles et des observations quasi aléatoires. Ici, on dirait que les elfes semblent reprocher à Bilbo et à Gandalf d'avoir mis longtemps à revenir. En fait, si vous voulez, les elfes remarquent aussi que Bilbo revient chargé d'or et d'argent. Et c'est comme s'ils avaient une certaine désapprobation de ça. Ils n'aiment pas trop ça. C'est plutôt un... En fait, ils associent le poids à une sorte de tristesse et de morosité.
Heureusement pour Bilbo, il peut désormais oublier ses soucis grâce au flow incroyable des tralalalère et falala. Bref, on a vraiment une différence quand même entre les deux chants des elfes, hein, le premier à l'aller et puis celui-là au retour. C'est que à chaque fois, ça se termine par un ordre, c'est revient dans la vallée. Le message des elfes ici, il est clair, c'est ils appellent Bilbo à se détourner des préoccupations et des triomphes du monde extérieur et d'une certaine façon à renouveler sa perspective, c'est-à-dire l'esprit de Foncombe, d'Imladris là, c'est le vrai remède contre la maladie du dragon. C'est le total opposé. Ici, c'est la joie et le repos absolu. Et si vous voulez, on aime la nature et pas ce matérialisme de trésor, quoi. Bref. La philosophie des elfes sur l'importance relative des affaires humaines et les champs sous les étoiles peut nous amener à nous demander si les elfes ne seraient pas peut-être un petit peu trop détachés des préoccupations terrestres. On dirait presque... En fait, ça nous donne une impression, si vous voulez, que rien dans le monde extérieur ne compte pour eux, en fait. Au chapitre 18, on a examiné certains des profonds changements positifs qui étaient arrivés suite au voyage de Bilbo. Mais là, en fait, les elfes de Foncombe insinuent qu'il aurait mieux valu pour lui de rester et de chanter toujours tralalalère, quoi. En fait, les elfes de Thranduil, enfin du roi des elfes, ils avaient un défaut, c'était, si vous voulez, leur méfiance envers les étrangers. Celui des hauts elfes d'Imladris, c'est sans doute leur trop grand isolement par rapport au monde extérieur. On ne peut cependant pas aller trop loin dans la condamnation ici des elfes de Foncombe. D'abord, d'une certaine façon, leur acte démente quelque peu les paroles, parce que les elfes escortent Gandalf et Bilbo à Imladris. Quand ils le font, le narrateur dit que nombreuses sont les oreilles avides ce soir-là d'entendre le récit de leurs aventures. Donc en fait, les elfes se soucient quand même manifestement de ce qui se passe dans le monde extérieur, beaucoup plus que ce que leur chant laisse penser. Et plus important encore, il faut se souvenir de leur perspective qui est immortelle. S'ils peuvent parler avec tant de légèreté, si vous voulez, de l'échec d'un royaume et de la mortalité, c'est parce qu'ils les ont vus échouer à maintes reprises au cours des millénaires. En fait, l'arrivée de la paix sur tous les royaumes du nord de la Terre du Milieu peut sembler insignifiante, mais les elfes ont vu passer de nombreuses périodes de paix et d'abondance, et ils en verront bien d'autres, en fait. Donc au chapitre 18, Bilbo, il avait eu un bref aperçu du tournant des âges, voyant que la neige vient après le feu, et que clairement les dragons ont une fin. Et pour les elfes, ce cycle, il est inexorable et il est vraiment plus visible. Voilà. Au milieu du récit, Bilbo s'endort dans un coin mais se réveille au milieu de la nuit. Il est dans son lit ironiquement. Ce qui l'a réveillé, c'est un groupe d'elfes qui chantent une berceuse sous sa fenêtre. Alors, c'est deuxième chant. Ils lui disent... Enfin, voilà, ce que Bilbo entend au réveil, c'est « Chantez, joyeuses gens, chantez, chantez en chœur. Le ciel s'épanouit et la lune est en fleurs. Quand le vent a chassé tous les lambeaux de brume, dans la tour de la nuit, les fenêtres s'allument. Dansez, joyeuses gens, tous ensemble, dansez. Que dans l'herbe mûre remue le pied léger. La rivière est argent et fugace les ombres. Joyeux le mois de mai et gai notre rencontre. » On se rend bien compte, ici, dans la manière... le rythme est très différent du tralalaire d'avant. Les vers ici sont beaucoup plus longs et sont, j'irais même jusqu'à dire, plus lyriques. C'est pas aussi haché, rimes rapides que le tralalaire, quoi. La première strophe, elle chante la nuit et sa beauté. On a la nuit qui est personnifiée comme une dame dans une tour, entourée d'un jardin aux lumières argentées.
l'instruction de chanter tous joyeusement semble inclure plus que les chanteurs elfes eux-mêmes. On a la cime des arbres et même les plantes qui se joignent au chant tandis que le vent souffle, en fait. Et la deuxième strophe, elle ajoute maintenant des mouvements à la scène. Donc si vous voulez, les 2 premiers vers encouragent la danse légère des elfes, tandis que les vers 3 et 4 intègrent le mouvement de la rivière et même le changement des saisons, tout simplement. Donc en fait, les elfes là nous montrent qu'ils chantent et dansent avec le monde naturel lui-même. Ils dansent en harmonie avec la nature et les couleurs du vent, si vous voulez. Tout ça est très beau et très doux et fait une très belle berceuse. Et dans les 2 dernières strophes, ils explicitent clairement la plaisanterie qu'ils jouent. Et je vous lis, c'est « Chantons tout doucement, tissons-lui de beaux rêves, faisons que cette nuit soit pour lui une trêve. Repose voyageur, doux soit ton oreiller, que le saule te berce et l'aune ensommeillée. Tais-toi, pin gémissant, entends notre comptine, que tout soit silencieux, chêne, frêne, aubépine. Ruisseau, suspends ton cours, attends que l'aube vienne. Ô lune, couche-toi, laisse la nuit sereine. » Et là, la 3e strophe, elle est consacrée au rêve et au sommeil de Bilbo. Et c'est un petit peu rempli d'une certaine ironie. Parce que les elfes parlent de chanter doucement alors que leur chant est si fort qu'il a déjà réveillé Bilbo juste avant. Donc en fait, ça contredit littéralement leur intention avouée et qu'ils veulent de l'endormir et de le laisser dans son sommeil. Et donc les cris où ils disent ici... chantons doucement et tissons-lui de beaux rêves. Ça doit vraiment être éclatant, quoi. Et Bilbo précise ensuite que ces chants réveilleraient un gobelin ivre. Et la dernière strophe ici, où ils disent « Tais-toi, pin gémissant, entends notre comptine, avec le chêne, le frêne et l'aubépine, etc. » Ça pousse la plaisanterie encore plus loin, parce qu'on dirait qu'ils essayent d'éteindre tout bruit et toute lumière dans la campagne pour assurer le sommeil paisible de Bilbo. La douce brise dans la cime des arbres et la lumière florissante de la lune, qui composait une partie de la nuit vivante et magnifique et pleine de chants. Là, les elfes font tout pour la chasser, pour le bien de Bilbo, en fait. Et là, on a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une sorte de rythme perturbé. On a une sorte de rupture. Finalement, Bilbo dort, alors que toute la nature est en train de retenir son souffle, et que tout soit immobile jusqu'à l'aube. En fait, là, les elfes, ils taquinent outrageusement Bilbo. Hein. Le premier but de leur chanson, c'est évidemment de le taquiner. Hein. Les elfes sont joueurs depuis le départ à Imladris. Hein. C'est terrible. Hein. C'est des gros farceurs. Hein. Et ils le réveillent avec des vers sur la beauté de la nuit et le plaisir de la danse qu'il est en train de rater. Et puis, il faut remarquer qu'ils l'ont réveillé en faisant semblant à voix haute de l'endormir. En fait... Il termine par des sortes de gestes absurdes pour le faire taire en réponse au doux bruit de la nuit. Bref, la chanson est drôle et Bilbo l'interprète avec humour et rit avec eux. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les elfes font ça? En fait, ce chant, il s'inscrit dans les préoccupations plus vastes du chapitre. Mais aussi... Son but premier, c'est d'illustrer la gaieté des elfes. Parce que les elfes, c'est un joyeux peuple, comme le dit Bilbo. En fait, ils ne sont pas distants ni éthérés, avec leur visage solennel et leurs robes flottantes. Les elfes chez Tolkien, ils gambadent, jouent et taquinent comme des arsouilles, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'elfes inférieurs ici, hein, dépourvus de la dignité des grands seigneurs elfes. Hein. On n'est pas sur les elfes, on va dire, sylvains. Là, on est quand même sur, potentiellement, des Noldor. Voilà. Donc tous les éléments dont nous disposons là dans le Hobbit suggèrent que les elfes de Faucombe sont les hauts elfes auxquels les elfes sylvains étaient comparés au chapitre 8. Les elfes qui chantent Tralalaire sont très probablement des elfes revenus en Terre du Milieu depuis l'ouest, par-delà la mer. En fait, les chanteurs rieurs sur la fenêtre de Bilbo pourraient bien inclure des survivants de la chute de Gondolin, tout simplement. Et en fait, en incluant ce mélange un peu paradoxal de grandeur et aussi mais voilà, d'espièglerie, si vous voulez, dans sa représentation des elfes, Tolkien essaye sans doute
de nous transmettre le sentiment qu'on est face à quelque chose qui est totalement extérieur à l'expérience humaine, qu'ils sont totalement différents des hommes. La gueuserie elfique. Oh, j'aime bien la décadence. Non, non. Des vrais gitans, ça chante toute la nuit. Gitano. Je les vois bien faire Elfines. Je suis elfe Delphines. Mais ouais, je vois le genre. Bref. Il y a sans doute une signification aussi au fait que les elfes taquinent Bilbo parce qu'il dort. Si le pauvre Hobbit ne doit pas dormir au milieu de la nuit, quand est-ce qu'il est censé dormir en fait? Mais le chant parvient néanmoins à attirer son attention sur ce qu'il rate. Tandis que il est enveloppé par la nuit avec ses images et ses sons de beauté. La nuit continue tout simplement. Une fois une sorte de lassitude apaisée, Bilbo suit l'exemple de ses hôtes et nombreuses plaisanteries et danses joyeuses, matin et soir avec les elfes de la vallée arrivent. Une sorte de vie de repos et quiétude, de chant, de contemplation. C'est pas vraiment une vie coupée du monde, mais plutôt une vie en harmonie avec le monde dans un sens plus profond. Bilbo rentre chez lui, il se retire de sa vie de cambrioleur dans la nature. En fait, Faucombe est à la frontière du grand et du petit. En fait, Bilbo s'apprête à franchir cette frontière et on lui apprend juste au moment où il va franchir la frontière la valeur des petites choses et comment les apprécier. Et je crois que ça vous fait écho sans doute à un moment que beaucoup de personnes aiment dans les films de Peter Jackson, qui est le moment où Galadriel demande à Gandalf « Mais pourquoi Gandalf, le semi-homme ?» Et il lui répond « Parce que c'est les petites choses du quotidien qui gardent le mal en échec. » Et là, ça fait totalement écho à ça. Donc, alors que Bilbo quitte Imladris avec Gandalf pour rentrer chez lui, on a le vent et même la pluie qui vont venir à leur rencontre. Et Bilbo fait une sorte de commentaire un peu étrange. Il dit « Nous retournons à la maison d'eau légende. Je suppose que c'est le premier avant-goût. » En fait, en quittant Imladris, Bilbo a franchi la frontière entre le monde légendaire et le monde, si vous voulez, terrestre. Et compte tenu de la perspicacité dont il a déjà fait preuve lors de son voyage de retour, en fait, Bilbo nous montre qu'il est conscient de ce qu'il est en train de vivre, là, du moment-là qu'il est en train de vivre. En fait, il est en train d'associer le retour à la maison à, limite, une expérience désagréable et inconfortable. Alors que, vous le savez, il attend ce moment avec impatience depuis si longtemps. Et en fait, là, ça paraît tellement dingue de l'entendre dire que la pluie battante sur son visage est le premier avant-goût du retour. En fait, Bilbo semble suggérer la possibilité que la vie à cul-de-sac soit en réalité ennuyeuse et misérable, aussi triste et morne que ce que les elfes disaient qu'il avait l'air à son retour à Imladris. En fait, Bilbo, il a totalement été transformé par son voyage. Et à mesure qu'il approche de chez lui, il semble de plus en plus incertain de ce que le retour va lui apporter. Et lorsqu'il aperçoit la colline où il habite se dresser à nouveau devant lui, il s'arrête brusquement et il va chanter. Enfin, voilà. C'est un poème. Ce chant n'est pas le premier qu'il compose. Cet honneur revient à ses premiers essais dans le genre littéraire bien établi des vers d'agacement des araignées, rappelez-vous, dans le chapitre 8. Mais en fait, ce chant, il est totalement spontané et assez contemplatif. La colline, c'est l'objectif de Bilbo depuis longtemps. C'est là où il habite, c'est sa colline versus la montagne. On l'a bien vu tout le long du livre. Et donc, il n'est pas surprenant que le nouveau Bilbo, à la fin de ses aventures, compose un poème pour commémorer son retour. Son poème commence par « La route se poursuit toujours, sous l'arbre vert et sur la pierre, dans l'antre où jamais ne fait jour.
Par les cours d'eau cherchant la mer, sur la neige à l'hiver semée, parmi les jolies fleurs de juin, sur l'herbe et le chemin pavé, et sous les montagnes d'airain. En fait, le chant de Bilbo ici, c'est pas un élange à la patrie, mais un retour sur son voyage. Ici, on a vraiment une sorte de description. C'est vraiment une première strophe descriptive. Elle mentionne les lieux où mènent les routes. Elle met l'accent sur les paysages, l'environnement. La route, elle est omniprésente dans le chant. Hein. Ça commence, hein. La route se poursuit toujours. C'est normal que cette route soit là. On a l'herbe, la montagne, l'hiver comme l'été. La route est toujours là. Et on y retrouve une sorte d'appréciation un peu elfique de la nature. Un peu comme si Bilbo se prenait pour un des elfes chanteurs, là, en s'émerveillant de la diversité de la nature. Mais si vous faites attention, c'est totalement impersonnel comme texte. Bilbo n'apparaît pas dans son, dans son poème. Pourtant, c'est le poème de son retour, quand même. Et il n'apparaît pas, c'est impersonnel. Et même les événements de son aventure n'apparaissent pas. On a quand même l'impression que ce sont des paysages familiers qu'il nous décrit et il doit se rappeler de certains moments de son aventure. Hein. Les grottes sans soleil, les ruisseaux qui ne trouvent jamais la mer. Ça pourrait rappeler les tunnels des gobelins ou le lac souterrain de Gollum. On pourrait se souvenir du jardin de Béorn qui lui est rempli de fleurs, comme il est marqué parmi les jolies fleurs. Voilà. En fait, Bilbo réfléchit certainement à ces choses, mais la première strophe est totalement comme si elle était détachée. Mais en même temps, c'est les mêmes lieux variés où son voyage l'a conduit, qui ne sont en fait que des endroits où mènent les routes, tout simplement. Alors on a la deuxième strophe, qui est la dernière, c'est « La route se poursuit toujours, sous les nuages étoilés, mais les pieds là au carrefour prennent le chemin du foyer. Ainsi le regard aguerri, à l'horreur des salles de pierre, se pose enfin sur la prairie et les collines familières. » Et là, on a, si vous voulez, une généralisation du chemin, soulignant que tous les chemins passent sous les nuages et sous les étoiles. Et elle souligne aussi un événement central, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire prennent le chemin du foyer. Alors que vraiment, c'est le chant personnel de Bilbo, c'est toujours distant dans cette strophe. Hein. Bilbo, il parle pas de lui-même et il évoque le foyer, mais pas son foyer. Vous voyez ? En fait, c'est comme s'il introduisait un personnage central, mais qu'il est totalement désincarné. Il parle des pas errants rentrant chez eux, le regard aguerri, donc il y a quelqu'un qui est là et qui voit notamment à l'horreur des salles de pierre, etc., et qui contemple à nouveau ces arbres et ces prairies qui sont familières. Enfin, en fait, c'est comme si Bilbo, dans ce chant, envisageait un phénomène objectivement... en fait, c'est vraiment un phénomène objectif, quoi. Il prend pour sujet de sa contemplation un vagabond qui rentre chez lui après de folles aventures. Et c'est très spécial comme structure de poème. Et cette deuxième strophe, elle contient aussi une sorte de question pressante et implicite. Lorsqu'un tel vagabond revient de grandes aventures avec le feu et l'épée, à des prés verdoyants et tout calme, qu'est-ce qui se passe ? Et là, les deux derniers vers sont totalement neutres en nous disant « se pose enfin sur la prairie ». Donc, ainsi, le regard gris à l'horreur des salles de pierre se pose enfin sur la prairie et les collines familières. En fait, les derniers vers affirment que le regard du vagabond va se poser sur ces lieux calmes, mais on ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il vit. En fait, Bilbo, il sait qu'il a changé, et il sait qu'il a tant désiré retourner dans son foyer, mais tout a changé, il a changé. En fait, est-ce qu'il va trouver son chez-lui aussi doux ? Et si c'était pas le cas ? En fait, le chant que Bilbo entonne à la vue de la colline, c'est pas jubilatoire, mais en fait, c'est limite un chant anxieux. Le retour de Bilbo, c'est pas une simple fin de conte de fées, c'est une expérience émotionnelle complexe.
Et quand Bilbo va faire ce chant, Gandalf va lui répondre. Et la réponse de Gandalf témoigne de ses doutes et de ses inquiétudes. Il dit à Bilbo qu'il a bel et bien changé en lui disant « Tu n'es plus le hobbit que tu étais ». Déjà, le fait que Bilbo exprime ses pensées par la poésie, ça nous le prouve. Hein. Bilbo rentre chez lui avec le souvenir de situations diverses, comme celle de la première strophe, hein, avec des expériences divergentes, comme celle décrite dans la deuxième. Ses yeux se sont ouverts, tout simplement. Il voit désormais les choses anciennes sous un autre jour. Et Bilbo n'est certainement plus le hobbit qu'il était. Et finalement, encore à ça, Gandalf a aussi une réponse douce et rassurante. Il lui dit « Mon cher Bilbo ». Et en fait, l'incertitude de Bilbo, elle est totalement compréhensible, mais ce petit ton taquin de Gandalf suggère qu'il s'inquiète peut-être inutilement. La colline que Bilbo découvre à la fin de sa quête ne sera pas exactement celle qu'il a quittée au début, mais Gandalf ne semble pas penser que le changement le dérangera autant qu'il le craint. Alors, lorsque nous réfléchissons à l'incertitude de Bilbo quant à son retour chez lui, il faut se rappeler le rêve que Bilbo avait fait au chapitre 6, rappelez-vous, quand il dormait dans l'air des aigles. Il a fait une sorte de drôle de rêve où il rêva de sa propre maison et erra dans son sommeil dans toutes les pièces à la recherche de quelque chose qu'il ne parvenait pas à trouver ni à se souvenir de son apparence. En fait, on est là dans un rêve un peu d'insatisfaction à cul-de-sac, de recherche de ce qui manquait à sa demeure tant désirée. Et ça survient après le premier tournant, justement, la première fois que Bilbo est engagé, il doit s'engager à survivre et à poursuivre son aventure. En fait, et si ce rêve que Bilbo a fait chez les aigles n'était qu'une sorte de vision de ce qui se serait passé si Bilbo avait fait demi-tour, s'il avait jamais participé à l'aventure, s'il était jamais parti. En fait, la réalisation de son désir fréquent d'être soudainement transporté au coin du feu et sa bouilloire sifflant n'aurait peut-être pas suffi à le satisfaire. En fait, dès le début de l'aventure, dès le chapitre 1, Bilbo avait déjà commencé à changer. Et échapper ou nier ce changement comme il l'avait souhaité pendant un certain temps, après le début de cette expérience, dès le chapitre 1, aurait pu finalement empoisonner toute sa tranquillité d'esprit, même au cœur paisible de cul-de-sac. À son retour du voyage, Bilbo ne ressent plus une sorte de désagrément comme ça. À sa grande joie, il découvre que lorsque les pas errants reviennent chez eux après un long voyage, les yeux qui ont vu le feu et l'épée s'ouvrent à ces scènes chéries qu'ils connaissent depuis longtemps, avec une sorte d'émerveillement nouveau et surtout d'une plus grande appréciation. Bilbo est tout à fait satisfait et le bruit de la bouilloire de son foyer est désormais plus musical que jamais, même durant les jours paisibles précédant la fête inattendue. En fait, les expériences de Bilbo n'ont pas ennuyé sa demeure, qui est toute ordinaire. Elles l'ont imprégné vraiment d'émerveillement. Sa vieille horloge de cheminée est désormais surmontée d'une épée magique. Son hall d'entrée est orné d'une cotte de maille en mithril sublime. Il aime toujours les longues promenades, mais celles-ci peuvent désormais l'emmener rendre visite aux elfes, tout simplement. Vous le trouverez peut-être encore en train de se détendre dans son jardin et souffler des ronds de fumée. Et peut-être que maintenant, il se peut qu'il compose un poème en même temps. Bref, tout n'est pas parfait au pays de Bilbo. Hein. Bilbo, il a perdu sa réputation auprès de ses voisins, notamment. Hein. Le narrateur va nous le dire avec une sorte de malice. Il est vrai qu'il est resté pour toujours un ami des elfes et qu'il a eu l'honneur des nains, des magiciens et de tous ceux qui ont traversé cette région. Mais il n'était plus tout à fait respectable. En fait, la réputation de Bilbo était principalement fondée sur sa prévisibilité absolue. Sur l'étroitesse de son esprit, sur ses expériences et le respect que lui témoignaient ses pairs, en fait, auparavant. Et Bilbo prend manifestement l'opinion des autres peuples du monde plus au sérieux que celui des autres hobbits.
Les voisins de Bilbo se révèlent non seulement mesquins, mais aussi vindicatifs. Lorsque Bilbo perturbe la vente aux enchères chez lui par son retour inattendu, nous constatons que tous ceux qui l'ont annoncé ne regrettent pas, en fait, de trouver la présomption de sa mort erronée. Leurs mauvais soins envers Bilbo sont motivés par une cupidité simple, quoique modeste. Ceux qui avaient fait de bonnes affaires à la vente ont résisté à la restitution des biens de Bilbo, non pas par le doute réel sur son identité, mais par pure possessivité. Ils soupçonnent que les cousins de Bilbo, les Saquets de Bezas ou les Bessac d'Escarcelle, ont même sombré dans le larcin, volant ses cuillères en argent et demeurant par la suite en mauvais termes avec lui. D'où cet événement marque le fait que Bilbo décide d'adopter Frodo. Voilà. Parce que impossible que ce soit cette famille les voleurs de cuillères en argent qui héritent de cul-de-sac. C'est pas possible. Bref, les actions des voisins de Bilbo montrent non seulement que le foyer où Bilbo retourne n'est pas un paradis idyllique, mais suggèrent aussi qu'il a eu raison de refuser la majeure partie de la récompense que Dain lui a proposée. La leçon de prudence de Bilbo concernant la maladie du dragon est bien apprise. Il peut paraître improbable que guerre et meurtre aient éclaté chez les voisins de Bilbo s'il avait ramené des chariots chargés d'or, mais des jalons avoir une sorte de corruption mineure qui pourrait laisser sous-entendre que ça aurait peut-être pu quand même arriver. En fait. Les Saquets de Bezas en particulier auraient intérêt à entendre le récit édifiant du maître de la ville. Parce que oui, Balin nous explique que le maître, donc le bourgmestre de la ville, a fui dans les landes desséchées avec des sacs d'or et qu'il a fini abandonné par ses compagnons, mourant de faim. Bref, ça illustre parfaitement les conséquences de la maladie du dragon si on n'y fait rien en fait. Et ici... les Saquets de Bezas, les Bessac d'Escarcelle, privilégiant leur désir de posséder de cul-de-sac au détriment de leur lien familial avec Bilbo, aurait été en réel danger de contagion. Donc Bilbo a protégé ses voisins et sa famille de ce danger en refusant de rapporter beaucoup de trésors, et plus encore en donnant généreusement une partie de ce qu'il rapporte. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand je vous ai résumé le chapitre, que je vous avais dit les nains vont bien, dès les reconstruites. Bref, en fait, la désolation du dragon est complètement guérie. La terre elle-même est comme purifiée. On apprend que toute la vallée est redevenue fertile. La désolation est désormais peuplée d'oiseaux, de fleurs au printemps, de fruits et de festins en automne. En fait, plus important encore, on nous dit l'amitié régnait dans ces régions entre elfes, nains et hommes. Les anciens chants sont devenus réalité et on apprend donc que il y a de nouveaux chants qui célèbrent la prospérité retrouvée. Bilbo exprime une certaine surprise en apprenant que les vieilles chansons se sont avérées vraies d'une certaine manière. Et là, on a toujours, c'est ce que je vous ai dit, cette phrase que je vous ai lue avant de commencer, où justement, Gandalf qui lui dit tu ne crois tout de même pas que toutes les aventures et les évasions ont été orchestrées par seulement la chance à ton seul profit. En fait, Gandalf confirme ce que Bilbo et le narrateur ont toujours appelé chance. Il lui confirme en fait que c'était le simple hasard. Que les aventures de Bilbo ont été orchestrées par la providence divine dans un but bien plus grand que l'enrichissement d'un seul petit hobbit. En fait, on l'a bien vu, Bilbo, c'est l'un des principaux instruments de la providence dans cette histoire. Et son récit est intimement mêlé aux voix de nombreux autres instruments, contribuant à une sorte de symphonie dont la partition intègre tout, des goûters et des petits thés à 4 heures des hobbits au mouvement de la lune et des étoiles. Voilà. La réaction de Bilbo est un parfait aperçu de lui-même après son voyage. Il a acquis sagesse, humilité, et il répond un joyeux « Ah, Dieu merci, heureusement, waouh !» Et là, c'est vraiment
c'est comme s'il avait une certaine satisfaction d'entendre et d'apprendre que finalement, c'est pas le protagoniste de son histoire. Bilbo arrive en paix et notre dernière image de lui est tout à fait appropriée. Bilbo qui rigole autour de sa table de salon à cul-de-sac avec Gandalf et Balin qui tend le pot à tabac à son ami tandis qu'ils fument tous ensemble la pipe, hyper satisfaits. Ouais. Tout ça est absolument mignon comme scène de fin. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça toujours super, super mignon. Oh. La dernière scène du livre commence avec Bilbo qui écrit ses mémoires. Le titre qu'il propose, Aller-retour, les vacances d'un hobbit, est à la fois un peu désinvolte et en autodérision. Il évoque ses grandes aventures comme il ne s'agissait que d'un court intermède de sa vie, des vacances si vous voulez. Et aussi léger que soit le titre, cet aperçu de l'histoire de Bilbo, transcrite dans un livre comme ça, nous rappelle l'ampleur qu'a prise l'aventure pour Bilbo tout simplement. Depuis le premier chapitre, on a cette histoire un petit peu spéciale de ce hobbit désemparé, des compagnons nains un peu maladroits, on l'a bien vu, à maintes reprises. Et de leur quête qui était absolument mal planifiée, ils ont été confrontés à des légendes plus vastes et plus grandioses. Bref, le récit de Bilbo lui-même peut sembler au début une sorte de farce absolue, mais en revenant à ce premier mercredi difficile, nous sommes amenés à considérer le voyage de Bilbo comme le dernier chapitre improbable d'une saga commencée par la chute d'un royaume qui a déjà englobé des guerres de gobelins et s'est déroulé à l'ombre de la tour du nécromancien. À la fin du récit, la grandeur croissante des événements et la solennité de son ton nous ont profondément ancrés, si vous voulez, dans ce monde de légendes. En fait, tout comme Bilbo, nous, on a été emportés dans une aventure dont l'ampleur et la portée ne peuvent être appréciées qu'avec un certain recul. Le fait que Bilbo écrive, si vous voulez, ses mémoires, ça a un effet un petit peu psychologique sur nous en tant que lecteurs. On constate que le livre que nous tenons entre les mains depuis 10 heures, enfin depuis 10 heures au moins si vous lisez, si vous lisez lentement, on constate que ce livre est tiré du journal de Bilbo lui-même. En fait, c'est comme si on continuait l'aventure avec lui. On était dans sa continuité. Et dans plusieurs des premières éditions imprimées, Tolkien a souligné ce lien sur la jaquette du Hobbit. Il a inclus une longue série de runes naines. Et si vous voulez, on peut voir sur certaines jaquettes du Hobbit où il est marqué le Hobbit ou aller-retour compilation d'un voyage d'une année par Bilbo, sa quête de Hobbiton compilée à partir de ses mémoires par J.R. Tolkien et publiée par George Allen Unwin. En fait, Tolkien se présente ici comme le compilateur des mémoires de Bilbo, si vous voulez, le traducteur, le transmetteur, la passerelle, si vous voulez, plutôt que le créateur de l'histoire de Bilbo. Et vous le savez, c'est un cadre fictif, mais l'idée que le livre que nous lisons depuis le début soit en réalité celui de Bilbo, c'est quand même trop cool. Ça nous donne le sentiment d'être non seulement lecteur, mais aussi comme si on faisait partie de l'histoire. On a ses mémoires. C'est trop chouette. Nous sommes liés d'une manière indirecte au monde des merveilles et des légendes que Bilbo a découvert. Et le livre que nous tenons dans les mains, s'est transformé en un artefact d'aventure, presque comme la carte et la clé remise à Thorin au début de l'histoire. Nous aussi, grâce au Hobbit, on a trouvé une porte secrète. La porte secrète de Féerie. La porte secrète de la Terre du Milieu, d'Arda, de tout ça. Et voilà. C'est comme ça que se termine le chapitre 19 du Hobbit. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. Cela signe la fin de notre aventure dans le Hobbit. Merci
Merci à tous ceux qui m'ont écouté et qui ont voyagé avec moi à travers l'histoire du Hobbit. Quel plaisir d'avoir partagé ces aventures avec vous, nobles elfes, hommes, nains, de tout horizon. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour tout. Vraiment, ça a été une aventure incroyable. Et quelle chance de partager cette aventure avec vous, vraiment. Merci de m'avoir donné cette envie de relire le Hobbit. C'était compliqué pour moi, je voulais pas le relire. C'est un livre que j'aime beaucoup moins. Et là, le fait d'avoir fait les analyses, c'est... ça m'a paru aller très vite et j'avais même hâte de partager ça avec vous. Donc voilà, ça ne me réconcilie pas spécialement avec le Hobbit en soi. Voilà, ça reste pour moi l'ouvrage que j'aime le moins chez Tolkien quand on parle de la Terre du Milieu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Voilà. Si tu devais retenir un chapitre qui t'a plu, ce serait lequel? Gollum. Les yeux fermés. Le chapitre avec Gollum, c'est vraiment les yeux fermés. C'était une bonne révision pour toi. Exactement, c'était une bonne révision pour moi. Ah oui, non, c'est exactement ça, Pépef. L'anneau n'a aucune influence maléfique. Aucune. Si tu devais mettre un post-it avec ton nom dans le Hobbit, tu le mettrais où exactement? Dans le Hobbit? Je le mettrais au moment où il y a le poème des énigmes avec Gollum, où c'est le poème « Un œil dans un visage bleu vit un œil dans un visage vert. Cet œil-là me ressemble un peu, dit le premier œil. Il est similaire, non pas dans les cieux, mais bien sur la terre. » C'est pour la Marguerite, la Daisy, Day's Eyes, donc le soleil. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu de mots qui plus est étymologique. Voilà, et ça me plaît beaucoup. Ça me parle bien. Ça me parle bien. Je le mettrais là-bas si je devais choisir langue aérienne. Je le mettrais à l'énigme sur la Marguerite.